allez où comme ça, monsieur? Moi? Je m'arrête au premier port. La guerre des mondes. Et vous donc? Je vais plus loin, moi. Je suis en permission. La guerre contre Horreur m'a sûrement emporté. Je veux dire au revoir à la famille avant de disparaître. La guerre contre horreur. Vous êtes pas au courant? Ça fait des lustres que la science-fiction fait la guerre contre Horreur. Tout n'est qu'une question de constante et de variable. La constante, c'est qu'il y a toujours un personnage, une arme et un discours. Les variables sont les lignes du temps, le choix du protagoniste qui le parcourt et les mille et une déclinaisons possibles de la folie et de la grandeur des hommes. Moi, je vous pose qu'une question. Quand est-ce que le cycle de la violence pourra s'enrayer? Quand il ne sera plus une constante? En fait, vous devriez vous boucher les oreilles et fermer les yeux. On arrive, et le signal au port va retentir. Merci. Monsieur? Monsieur? Allez donc, il vient bien de science-fiction celui-là. Oh, Julia crève. Nous vous attendions. Nous allons vous conduire à votre hôtel, l'hôtel Dolphine. Voici les clés. Vous êtes dans la chambre 1408. Merci beaucoup. Vous devriez écouter la radio en attendant. J'y penserai, merci. Alors, la radio, comment ça marche? Ah! Personne n'aurait cru, dans les dernières années du XIXe siècle, que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles, que, tandis que les hommes s'absorbaient dans leur occupation, ils étaient examinés et étudiés d'aussi près, peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, par le monde, vaquant à leurs petites affaires dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière. Il est possible que sous le microscope, les infusoires fassent de même. Personne ne donnait une pensée au monde plus ancien de l'espace comme source de danger pour l'existence terrestre, ni ne songeait seulement à eux pour écarter l'idée de vie à leur surface comme impossible ou improbable. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus, les habitants de la Terre s'imaginaient-ils qu'il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des esprits qui sont à nos esprits ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects vastes, calmes et impitoyables, considéraient cette terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leurs plans pour la conquête de notre monde. Et dans les premières années du XXe siècle vint la grande désillusion. La planète Mars, est-il besoin de le rappeler au lecteur, tourne autour du Soleil à une distance moyenne de 225 millions de kilomètres, et la lumière et la chaleur qu'elle reçoit du Soleil sont tout juste la moitié de ce que reçoit notre sphère. Si l'hypothèse des nébuleuses a quelque vérité, la planète Mars doit être plus vieille que la nôtre, et longtemps avant que cette Terre se soit solidifiée, la vie à sa surface dut commencer son cours. Le fait que son volume est à peine le 7e de celui de la Terre doit avoir accéléré son refroidissement jusqu'à la température où la vie peut naître. Elle a de l'air, de l'eau, et tout ce qui est nécessaire aux existences animées. Pourtant, l'homme est si vain et si aveuglé par sa vanité que jusqu'à la fin même du XIXe siècle, aucun écrivain n'exprima l'idée que là-bas, la vie intelligente, s'il en était une, avait pu se développer bien au-delà des proportions humaines. Peu de gens même savaient
que puisque Mars est plus vieille que notre Terre, avec à peine un quart de sa superficie et une plus grande distance du Soleil, il s'ensuit naturellement que cette planète est non seulement plus éloignée du commencement de la vie, mais aussi plus près de sa fin. Le refroidissement séculaire qui doit quelques jours atteindre notre planète est déjà fort avancé chez notre voisine. Ses conditions physiques sont encore largement un mystère, mais dès maintenant nous savons que même dans sa région équatoriale, la température de midi atteint à peine celle de nos plus froids hivers. Son atmosphère est plus atténuée que la nôtre, ses océans se sont resserrés jusqu'à ne plus couvrir qu'un tiers de sa surface, et suivant le cours de ces lentes saisons, de vastes amas de glace et de neige s'amoncellent et fondent à chacun de ses pôles, inondant périodiquement ces zones tempérées. Ce suprême état d'épuisement, qui est encore pour nous incroyablement lointain, est devenu pour les habitants de Mars un problème vital. La pression immédiate de la nécessité a stimulé leur intelligence, développé leurs facultés et endurci leur cœur. Regardant à travers l'espace au moyen d'instruments et avec des intelligences telles que nous pouvons à peine les rêver, ils voient à sa plus grande distance, à 55 millions de kilomètres d'eux vers le Soleil, un matinal astre d'espoir. Notre propre planète, plus chaude, aux végétations vertes et aux eaux grises, avec une atmosphère nuageuse éloquente de fertilité, et à travers les déchirures de ces nuages, des aperçus de vastes contrées populeuses et de mers étroites sillonnées de navires. Nous, les hommes, créatures qui habitons cette terre, nous devons être, pour eux du moins, aussi étrangers et misérables que le sont pour nous les singes et les lémuriens. Déjà, la partie intellectuelle de l'humanité admet que la vie est une incessante lutte pour l'existence, et il semble que ce soit aussi la croyance des esprits dans Mars. Leur monde est très avancé vers son refroidissement, et ce monde-ci est encore encombré de vie, mais encombré seulement de ce qu'ils considèrent, eux, comme des animaux inférieurs. En vérité, leur seul moyen d'échapper à la destruction, qui génération après génération se glisse lentement vers eux, est de s'emparer pour y pouvoir vivre d'un astre plus rapproché du Soleil. Avant de les juger trop sévèrement, il faut nous remettre en mémoire quelle entière et barbare destruction furent accomplies par notre propre race, non seulement sur des espèces animales comme le bison et le dodo, mais sur les races humaines inférieures. Les Tasmaniens, en dépit de leur conformation humaine, furent en l'espace de 50 ans entièrement balayés du monde dans une guerre d'extermination engagée par les immigrants européens. Sommes-nous de tels apôtres de miséricorde que nous puissions nous plaindre de ce que les Martiens aient fait la guerre dans ce même esprit ? Les Martiens semblent avoir calculé leur descente avec une sûre et étonnante subtilité, leur science mathématique étant évidemment bien supérieure à la nôtre, et avoir mené leurs préparatifs à bonne fin avec une presque parfaite unanimité. Si nos instruments l'avaient permis, on aurait pu, longtemps avant la fin du XIXe siècle, apercevoir des signes des prochaines perturbations. Des hommes comme Schiaparelli observèrent la planète rouge. Il est curieux, soit dit en passant, que pendant d'innombrables siècles Mars ait été l'étoile de la guerre, mais ne surent pas interpréter les fluctuations apparentes des phénomènes qu'ils enregistraient si exactement. Pendant tout ce temps, les Martiens se préparaient. À l'opposition de 1894, une grande lueur fut aperçue sur la partie éclairée du disque, d'abord par l'observatoire de Lick, puis par Perrotin de Nice et d'autres observateurs. Je ne suis pas loin de penser que ce phénomène inaccoutumé ait eu pour cause la fonte de l'immense canon, trou énorme creusé dans leur planète, au moyen duquel ils nous envoyèrent leurs projectiles. Des signes particuliers qu'on ne sut expliquer furent observés lors des 2 oppositions suivantes, près de l'endroit où la lueur s'était produite. Il y a 6 ans maintenant que le cataclysme s'est abattu sur nous. Comme la planète Mars approchait de l'opposition, la Velle, de Java, fit palpiter tout à coup les fils transmetteurs des communications astronomiques avec l'extraordinaire nouvelle d'une immense explosion de gaz incandescent dans la planète observée. Le fait s'était produit vers minuit, et le spectroscope auquel il eut immédiatement recours indiqua une masse de gaz enflammé, principalement de l'hydrogène, s'avançant avec une vélocité énorme vers la Terre. Ce jet de feu devint invisible un quart d'heure après minuit environ. Il le compara à une colossale bouffée de flammes, soudainement et violemment jaillie de la planète, comme les gaz enflammés se précipitent hors de la gueule d'un canon. La phrase se trouvait être singulièrement appropriée.
Cependant, rien de relatif à ce fait ne parut dans les journaux du lendemain, sauf une brève note dans le Daily Telegraph, et le monde demeura dans l'ignorance d'un des plus graves dangers qui ait jamais menacé la race humaine. J'aurais très bien pu ne rien savoir de cette éruption si je n'avais à Ottershaw rencontré Ogilvy, l'astronome bien connu. Cette nouvelle l'avait jeté dans une extrême agitation, et dans l'excès de son émotion, il m'invita à venir cette nuit-là observer avec lui la planète rouge. Malgré tous les événements qui se sont produits depuis lors, je me rappelle encore très distinctement cette veille. L'observatoire obscur et silencieux, la lanterne jetant une faible lueur sur le plancher dans un coin, le déclenchement régulier du mécanisme du télescope, la fente mince du dôme et sa profondeur oblongue que rayaient les poussières des étoiles. Ogilvy s'agitait en tous sens, invisible, mais perceptible au bruit qu'il faisait. En regardant dans le télescope, on voyait un cercle de bleu profond et la petite planète ronde voguant dans le champ visuel. Elle semblait tellement petite, si brillante, tranquille et menue, faiblement marquée de bandes transversales et sa circonférence légèrement aplatie. Mais qu'elle paraissait petite! Une tête d'épingle brillant d'un éclat si vif. On aurait dit qu'elle tremblotait un peu, mais c'était en réalité les vibrations qu'imprimait au télescope le mouvement d'horlogerie qui gardait la planète en vue. Pendant que je l'observais, le petit astre semblait devenir tour à tour plus grand et plus petit, avancer et reculer. Mais c'était simplement que mes yeux se fatiguaient. Il était à 60 millions de kilomètres dans l'espace. Peu de gens peuvent concevoir l'immensité du vide dans lequel nage la poussière de l'univers matériel. Près de l'astre, dans le champ visuel du télescope, il y avait 3 petits points de lumière, 3 étoiles télescopiques infiniment lointaines, et tout autour étaient les insondables ténèbres du vide. Tout le monde connaît l'effet que produit cette obscurité par une glaciale nuit d'étoiles. Dans un télescope, elle semble encore plus profonde, et invisible pour moi parce qu'elle était si petite et si éloignée, avançant plus rapidement et constamment à travers l'inimaginable distance, plus proche de minute en minute, de tant de milliers de kilomètres, venait la chose qu'il nous envoyait, et qui devait apporter tant de luttes, tant de calamités et de morts sur la terre. Je n'y songeais certes pas pendant que j'observais ainsi. Personne au monde ne songeait à ce projectile fatal. Cette même nuit, il y eut encore un autre jaillissement de gaz à la surface de la lointaine planète. Je le vis au moment même où le chronomètre marquait minuit. Un éclair rougeâtre sur les bords, une très légère projection des contours. J'en fis part alors à Ogilvy, qui prit ma place. La nuit était très chaude, et j'avais soif. J'allais, avançant gauchement les jambes et tâtant mon chemin dans les ténèbres vers la petite table sur laquelle se trouvait un siphon, tandis qu'Ogilvy poussait des exclamations en observant la traînée de gaz enflammé qui venait vers nous. 24 heures après le premier, à 1 ou 2 secondes près, un autre projectile invisible lancé de la planète Mars se mettait cette nuit-là en route vers nous. Je me rappelle m'être assis sur la table avec des taches vertes et cramoisies dansant devant les yeux. Je souhaitais un peu de lumière pour fumer avec plus de tranquillité, soupçonnant peu la signification de la lueur que j'avais vue pendant 1 minute et tout ce qu'elle amènerait bientôt pour moi. Ogilvy resta en observation jusqu'à 1 heure, puis il cessa. Nous prîmes la lanterne pour retourner chez lui. Au-dessous de nous, dans les ténèbres, étaient les maisons d'Ottershaw et de Chertsey, dans lesquelles des centaines de gens dormaient en paix. Toute la nuit, il spécula longuement sur les conditions de la planète Mars et railla l'idée vulgaire d'après laquelle elle aurait des habitants qui nous feraient des signaux. Son explication était que des météorites tombaient en pluie abondante sur la planète, ou qu'une immense explosion volcanique se produisait. Il m'indiquait combien il était peu vraisemblable que l'évolution organique ait pris la même direction dans les 2 planètes adjacentes. Il y a une chance sur 1 million qu'existe sur la planète Mars quelque chose présentant des traits communs avec notre humanité. Des centaines d'observateurs virent la flamme cette nuit-là, et la nuit d'après, vers minuit, et de nouveau encore la nuit d'après, et ainsi de suite, pendant 10 nuits. Une flamme chaque nuit. Pourquoi les explosions cessèrent après la 10e? Personne sur Terre n'a jamais tenté de l'expliquer. Peut-être les gaz dégagés causèrent-ils de graves incommodités aux Martiens.
Des nuages de fumée ou de poussière, visibles de la Terre à travers de puissants télescopes, comme de petites taches grises flottantes, se répandirent dans la limpidité de l'atmosphère de la planète et en obscurcirent les traits les plus familiers. Enfin, les journaux quotidiens s'éveillèrent à cette perturbation et des chroniques de vulgarisation parurent ici, là et partout concernant les volcans de la planète Mars. Le périodique sérieux-comique Punch fit, je me le rappelle, un heureux usage de la chose dans une caricature politique. Entièrement insoupçonnés, ces projectiles que les Martiens nous envoyaient arrivaient vers la Terre à une vitesse de nombreux kilomètres à la seconde, à travers le gouffre vide de l'espace, heure par heure et jour par jour, de plus en plus proches. Il me semble maintenant presque incroyablement surprenant qu'avec ce prompt destin suspendu sur eux, les hommes aient pu s'absorber dans leur mesquin intérêt comme ils le firent. Je me souviens avec quelle ardeur le triomphant Markham s'occupa d'obtenir une nouvelle photographie de la planète pour le journal illustré qu'il dirigeait à cette époque. La plupart des gens, en ces derniers temps, s'imaginent difficilement l'abondance et l'esprit entreprenant de nos journaux du XIXe siècle. Pour ma part, j'étais fort préoccupé d'apprendre à monter à bicyclette et absorbé aussi par une série d'articles discutant les probables développements des idées morales à mesure que la civilisation progressera. Un soir, le premier projectile se trouvait alors à peine à 15 millions de kilomètres de nous, je sortis faire un tour avec ma femme. La nuit était claire, j'expliquai à ma compagne les signes du zodiaque et lui indiquai Mars, point brillant montant vers le zénith et vers lequel tant de télescopes étaient tournés. Il faisait chaud, et une bande d'excursionnistes revenant de Chertsey et d'Isleworth passa en chantant et en jouant des instruments. Les fenêtres hautes des maisons s'éclairaient quand les gens allaient se coucher. De la station venait dans la distance le bruit des trains changeant de ligne, grondement retentissant que la distance adoucissait presque en une mélodie. Ma femme me fit remarquer l'éclat des feux rouges, verts et jaunes des signaux se détachant dans le cadre immense du ciel. Le monde était dans une sécurité et une tranquillité parfaites. Wow. Je vais couper là. Ils ont des émissions particulières quand même. Bon, on verra si je peux tomber sur la suite plus tard. Il est quelle heure? Ah, parfait. Il me reste un peu de temps pour découvrir les boutiques du coin. Il doit bien avoir un vendeur de chaussettes.